Donc bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour clore le cycle Anthropologie de la loi en pratique, que nous présente Christian depuis déjà plusieurs mois maintenant. Le dernier volet sera consacré à la sécurité juridique vers un droit de la loi. Christian va nous expliquer ce qu'il entend par là, et puis nous en discuterons. Je te laisse la parole, Christian. Merci Luc. Donc ma communication aujourd'hui sera assez courte. Il s'agit en réalité d'une synthèse, une conclusion, une synthèse, on peut le voir comme on veut, des 8 chapitres précédents traitant de tous les aspects possibles, en tout cas ceux que j'ai pu identifier de la loi. C'est pour cela que je l'ai appelé anthropologie de la loi. Je vais vous dire un mot de cette notion de sécurité juridique ou disons de son antonyme, l'insécurité juridique. Puisque disons que la question de la sécurité juridique se pose surtout parce que nous constatons qu'il y a une insécurité juridique. Cette notion qui est assez nouvelle, disons les deux versants de cette problématique de la loi, donnant une sécurité ou nous mettant dans la sécurité, est assez récent. On peut citer quand même la Cour européenne des droits de l'homme qui avait commencé à employer ce terme de sécurité juridique dans des arrêts qu'elle avait nommé l'arrêt Sunday Times du 26 avril 1979 et Enrich versus France du 22 septembre 1994. On ne va pas entrer bien sûr dans le détail de ces litiges, mais ce qui est intéressant à relever dans le cadre de notre propos d'aujourd'hui, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme avait exigé, avait établi le fait que d'un point de vue de l'application du droit dans un certain nombre de litiges, eh bien, elle était relativement démunie lorsque la loi n'était pas assez précise. Alors ça, on le sait déjà en France avec les commentaires, avec les observations du Conseil constitutionnel qui rappelle, qui ne manque pas de rappeler chaque fois que nécessaire, que la loi exige une précision et une clarté, mais l'élément nouveau qu'avait introduit à ce moment-là la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la notion de prévisibilité. Prévisibilité de la loi qu'on ne trouve absolument dans aucun texte fondateur, et notamment en France. On peut chercher aussi bien dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans le préambule à la Constitution de 1946, dans la Charte de l'environnement et dans le texte générique du 4 octobre 1958, absolument rien qui, de près ou de loin, puisse nous garantir, nous autres simples citoyens et simples justifiables, du fait que la loi va être prévisible. D'ailleurs, on entend souvent dans le langage commun dire il va falloir faire ça parce que la loi dit ça aujourd'hui et puis elle va certainement s'amplifier. Ce qui fait que le citoyen ordinaire, enfin disons nous autres, eh bien nous avons tendance à croire que la loi qui est la loi d'aujourd'hui va continuer. Or, on constate lorsque nous faisons notamment le travail que nous faisons ici au CRC que la loi est extrêmement changeante. Ce qui fait que
cette base sur laquelle l'agissement humain, l'agir humain pourrait s'appuyer, que ce soit dans le domaine de l'activité économique ou des relations civiles, eh bien, se trouve en fait relativement fragile, relativement friable. Et donc, la question se pose de ce que la sécurité juridique puisse devrait tendre à devenir un véritable principe du droit, un principe du droit qui aurait pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs de ce même droit. Alors, bon, la Cour européenne des droits de l'homme parle de précision et clarté. Alors ça, nous l'avons beaucoup travaillé dans le cadre du CRC, donc protéger les citoyens contre les effets négatifs du droit, c'est-à-dire les incohérences et la complexité des lois, mais élément nouveau sur lequel je voulais insister un petit peu aujourd'hui, c'est les changements trop fréquents de la loi qui créent ainsi un phénomène d'insécurité juridique. Alors, est-ce que en France, alors j'ai commencé à en parler un petit peu, est-ce qu'en France, dans le bloc constitutionnel, on va pouvoir trouver quelque chose qui pourrait nous servir pour commencer à construire ce droit de la loi, ce principe de sécurité de la loi. Pourtant, notre pays, qui se proclame champion de la liberté, eh bien, ne dit pas grand-chose. On a le principe de sécurité juridique, le principe de sécurité juridique que nous recherchons ne figure pas explicitement dans la Constitution du 4 octobre 58, dans laquelle on ne pourrait, récupérer que par l'intermédiaire de la déclaration des 789, enfin quand je parle du bloc constitutionnel, excusez-moi, c'est pas dans la Constitution du 4 octobre, mais c'est dans la DDLC qu'on pourrait récupérer à notre compte pour créer les bases de cette sécurité, cette notion de sécurité juridique, eh bien le droit de sûreté. Le droit de sûreté qui est inscrit dans le préambule de la déclaration de 1789. Donc cet article 2, c'est pas dans le préambule, c'est dans l'article 2 de la déclaration de 1789, la sûreté est inscrite parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression. Et est-ce que on pourrait imaginer que les rédacteurs de l'époque aient inclus dans cette notion de sûreté, rédacteurs de l'époque, mais est-ce qu'aujourd'hui, en interprétant ce qui est écrit dans la DDHC dans le cadre de la contemporanéité, est-ce qu'on pourrait y inclure ce type très particulier d'insécurité, de garantie contre l'insécurité juridique? C'est une question qu'on peut poser, mais pourquoi pas, dans le cadre d'une promotion de la sécurité juridique, on pourrait estimer que le droit naturel de sûreté qui est inscrit dans la DDHC pourrait couvrir effectivement ce type donc d'insécurité et pourquoi pas réclamer une inscription plus précise et plus claire de la sécurité juridique en tant que déclinaison du principe de droit naturel de sûreté indiqué dans l'article 2 de la DDHC. Alors, ces critiques ou ces ouvertures ces entre-ouvertures de portes que je fais, je ne suis pas les seuls à le faire. On a des critiques issues du sérail même de la société algocratique qui réclame une sûreté de la loi, une prévisibilité plutôt, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il s'avère que nous ne sommes pas les seuls à avoir constaté cette anomalie profonde et rédhibitoire qui caractérise la loi telle qu'elle est rédigée en France,
qui ne se fondent sur aucun principe objectif, principe fort, aucun véritable paradigme, aucune déclaration lumineuse qui ferait que chaque individu saurait instantanément ce pourquoi une loi est faite. On a déjà dit et répété qu'on ne trouve dans la Constitution aucun énoncé de principe qui préside à la source du droit ou qui énoncerait un véritable droit de la loi, c'est-à-dire la loi peut faire cela et la loi ne peut pas faire cela, c'est-à-dire quelles sont les routes possibles de la loi et quelles sont les barrières qui lui sont obligatoirement imposées. En quelque sorte, déclarer solennellement par une inscription dans la Constitution que les lois sont fabriquées essentiellement pour défendre telle ou telle valeur humaine, pour protéger la société de tel ou tel danger, pour favoriser l'éclosion, le développement de telle ou telle vertu, voire pourquoi pas, voire pour maintenir une logique d'organisation sociétale. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous trouvons? Alors, pour parler maintenant concrètement, eh bien, nous trouvons dans la DDHC, par l'intermédiaire de l'article 2, je viens de le dire, l'énoncé des droits naturels, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors, la liberté, en tant que source du droit, nous avons suffisamment démontré ici dans le CRC que son absence totale de définition ne permettait pas de pouvoir s'appuyer sur la liberté pour établir un droit de la loi. La propriété, par contre, je dirais des 4 droits naturels, est la seule qui bénéficie, disons, de tout un corpus sui generis, un corpus ad hoc, et donc il y a très certainement des centaines et des centaines de lois qu'on va pouvoir identifier comme étant des lois déclinées du principe de propriété. Concernant la sûreté, qui pourrait faire office de principe dans le cadre de notre recherche d'une définition de la sécurité du droit, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait, disons, qualifier un petit peu plus, qualifier plus que ce qu'il n'est fait dans la DDHC, le principe de sûreté. Et pour ce qui concerne la résistance à l'oppression, nous ne trouvons pas de loi suffisamment claire pour pouvoir valider ce critère de résistance à l'oppression. Deuxième principe qui pourrait constituer un principe fondateur de la sécurité du droit dans des DHC, c'est le principe qui est énoncé, qui est cité dans les articles 4 et les articles 5, c'est-à-dire le principe de nuisance. Mais nous avons déjà démontré que ce principe de nuisance n'était indiqué qu'en creux, et que finalement il était déterminé par la loi elle-même changeante, donc qui ne pouvait pas être qualifié en tant que principe président à la sûreté du droit. Pour ce qui concerne le deuxième texte constitutionnel qui énonce des principes pouvant servir à la sécurité du droit, il y a là le préambule de la Constitution de 1946, où on trouve 3 grands domaines sur lesquels on va porter notre regard pour voir s'ils sont suffisamment bien définis pour ce qui nous intéresse. C'est les articles 7 à 8 qui instaure le droit de grève et l'activité syndicale. Et de ce point de vue, effectivement, c'est un petit peu comme pour le principe de propriété, l'ensemble du corpus juridique contenu dans les codes juridiques
relève assez clairement de ces deux principes. Concernant l'article 10, un peu plus loin, qui énonce des principes concernant la garantie donnée par l'État au développement de l'individu et de la famille, nous avons étudié ce principe dans des réunions précédentes et il n'est pas assez précis pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Ensuite, dernier point que je voudrais citer, c'est l'article 11 qui définit par une suite d'énumération en fait qui pose les bases de l'État-providence. Et là encore, ça n'est pas assez précis pour qu'on puisse l'identifier comme source de sécurité de droit. Donc, si on fait un bilan, nous n'avons guère que le principe de propriété qui garantit en quelque sorte par les précisions qui sont apportées, qui garantit à l'individu une certaine prévisibilité de la loi, hein, et donc par l'intermédiaire de DDHC, et le principe syndical par l'intermédiaire du préambule de la Constitution 46 qui garantit une certaine prévisibilité de la loi dans le domaine des relations entre les salariés et les employeurs. Hormis ces deux domaines, tous les autres domaines sont livrés à l'insécurité juridique la plus totale, c'est-à-dire que les variations peuvent intervenir au gré des majorités changeantes et le citoyen ordinaire ne peut pas compter sur la longévité des dispositifs juridiques et qui concernent tous ces grands domaines que sont la liberté, la résistance à l'oppression, le développement de la famille et des individus et tout ce qui concerne les garanties sociales. Voilà donc ce que j'avais à dire en guise de conclusion sur cette série de 9 interventions sur la loi, la façon dont elle est fabriquée et les critères et la philosophie qui s'en dégagent ici en France. Merci Christian. Bon, ben, je vais réagir à ce que tu as dit. Bon, évidemment, ça vient conclure tous les travaux qu'on a fait sur les problèmes de la loi telle qu'on la connaît en France. Notamment, effectivement, il y a deux choses qu'on a soulignées tout au long de ces émissions. C'est d'une part le volume en lui-même qui crée de l'insécurité de la loi, la variabilité, c'est-à-dire le fait qu'il y a un volume et qui plus est croissant, donc fatalement la loi devient très difficilement accessible aux citoyens si elle change et si elle a un volume considérable comme c'est aujourd'hui. Et puis d'autre part, il y a aussi le langage qui est employé dans la loi, qui est un langage de spécialistes, ou même des spécialistes ont parfois du mal à s'y retrouver. Donc on voit bien là les limites de cette approche qu'on appelle l'état de droit. En définitive, un état de droit, c'est celui où on est censé être régi par des textes légaux issus du droit. Je dirais dès lors, comment en sortir, hein, c'est un peu ça, comment sécuriser cela. Alors, je dirais il y a deux approches opposées, hein, c'est-à-dire actuellement on est dans une approche du tout textuel
Et donc, si on est dans le tout textuel, il faudrait qu'il soit aussi formel que possible. Le langage formel, bon, on a ça au programme du CRC pour montrer, et nous savons bien cela en informatique, moi je suis informaticien, qu'il est impossible de réaliser un texte en langage en français, en langage parlé habituel, usuel, qui soit formel. C'est pas possible. On est obligé, il y a eu de multiples essais, alors on essaye de formaliser cela, de trouver des moyens justement pour passer de l'expression informelle des choses en langage naturel au langage formel de l'informatique. L'informatique ne sait parler qu'un langage formel, particulièrement formel, je dirais. Les langages informatiques sont des langages formels. Alors, c'est ce qu'on appelle des algorithmes. C'est ça, les algorithmes. Pas ce qu'on appelle des algorithmes en intelligence artificielle, qui ne sont pas des algorithmes, qui sont des statistiques. Rien à voir. Donc, première, je dirais, piste, tout textuel et tout formel, qui pour moi est aboutit quelque part à ce qu'on a aujourd'hui et qui me semble quasiment impossible à atteindre, ou bien, et c'est un peu ce que tu suggères, Christian, d'énoncer des principes aussi, alors, le plus précisément possible, tout en étant souple. C'est un petit peu, c'est pas forcément facile, puisqu'il faut qu'il soit à la fois principiel, donc qu'ils énoncent des choses dont on puisse déduire des lignes de conduite, je dirais, mais qui laissent aussi une certaine latitude à l'interprétation. Et je dirais que nous, parce que la vie ne peut pas être réglée par c'est une vision de l'esprit de croire que tout peut être réglé de façon formelle. Et puis ce serait un enfer, hein. Je crois qu'il faut en être conscient. Donc nous avons donc choisi, et je pense que c'est un peu ça, de dire il faut exprimer des principes. Ces principes, pour qu'ils soient incontestables, oui, il faut qu'ils soient issus du droit naturel, c'est-à-dire de ce qui est permanent dans l'humanité, dans l'homme en société. Et puis de ces principes, on découlera un certain nombre de lois. Toutefois, dans l'application de ces lois, pour conserver un certain nombre de souplesse et que ces principes soient respectés, même s'ils ne peuvent pas être totalement formels, des notions comme la liberté, par exemple, ou la liberté d'expression, etc. On peut donner des grandes pistes, des directives, des points importants, mais il y a forcément des situations particulières. Et c'est pour ça que nous avons, nous, de notre côté, instauré ce qu'on appelle les tribunaux populaires, qui sont juges de l'application de la loi, je dirais, au cas par cas. Et pas laisser ça à des professionnels, justement, de la politique, du droit, avec une inflation législative telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc, c'est un moyen, à mon sens, d'y répondre. Donc oui, alors, pour moi, le droit naturel, ce sont ces principes qu'il faut énoncer et qui doivent être énoncés beaucoup plus précisément aujourd'hui dans la DDHC, des déclarations des droits de l'homme et des citoyens, ce sont juste des mots. Liberté, point. Voilà. Il y a, comme tu le dis, que la propriété privée qui a été déclinée un peu plus précisément. Mais voilà, il faut que ça soit quand même exprimé de façon précise. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que ça implique et pas déléguer, surtout ne pas déléguer à la loi la mise en œuvre de ces principes, parce que si c'est la loi qui met en œuvre ces principes dans le détail, bon, on le voit bien aujourd'hui, on peut avoir des lois qui contredisent complètement le principe qui est mal énoncé au départ. Voilà moi ce que je conclus ce que je conclus de ce tour d'horizon d'anthropologie de la loi. Un dernier mot, Christian? Oui, oui. Alors, je pense qu'il faut distinguer, je pense l'avoir fait, mais peut-être pas assez précisément, dans la problématique de la loi, c'est sa clarté, sa précision et sa prévisibilité, sa stabilité.
sont deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une loi extrêmement claire, extrêmement cohérente. Alors tu as parlé, tu as dit en début d'intervention que il semblait qu'il y avait une corrélation entre volume et insécurité. C'est-à-dire que plus il y avait de lois, plus il y avait des milliers et des milliers de lois, plus il y avait une insécurité. Et tu as ajouté le langage de la loi, c'est-à-dire la loi elle est écrite de façon absconse pour l'individu ordinaire, et donc ça ajoute l'insécurité. Je pense qu'il y a une confusion. Alors oui, c'est une forme d'insécurité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne peux pas lire, je ne comprends pas ce qu'il y a écrit dans la loi, c'est vrai que la loi du coup devient pas sûre. Bon, et elle est extrêmement quantitativement nombreuse. Elle n'est pas sûre non plus, parce qu'en fait je me mets à partir je pars d'un pied inverse de ce qu'il faudrait dans une société a priori bien constituée, c'est-à-dire que je pense que je suis libre, mais je regarde quelles sont mes interdictions. Or, avec ce que tu pointes, c'est-à-dire le volume très important et le charabia là, on part d'une base contraire, c'est-à-dire on part du principe que tout est interdit, qu'on n'a rien le droit de faire, et on regarde si par hasard on n'a pas la possibilité de le faire. Alors ça c'est effectivement un problème extrêmement important. C'est plus qu'un problème, c'est un défaut grave de la loi, c'est presque rédhibitoire, hein. La loi est arrivée à de la contre-loi, trop de lois tue la loi, voilà, bon. Voilà, donc ça c'est tout à fait exact. Mais moi je voulais surtout mettre l'accent aujourd'hui sur la question de la prévisibilité, en fait de la stabilité. Et quand on dit la loi n'est pas stable, bon, il faut se poser une question en amont, c'est-à-dire est-ce que sinon c'est souhaitable ? Est-ce que c'est souhaitable que dans une organisation sociétale évoluée comme la nôtre, on ait une loi stable, c'est-à-dire une loi prévisible, hein, c'est synonyme, hein, stable et prévisible, ou bien au contraire, non, c'est normal qu'on ait une loi qui ne soit pas stable et qui soit imprévisible et que la loi puisse changer du jour au lendemain. Bon, c'est une question qu'on ne s'est pas posée. En fait, on a un petit peu zappé cette question parce qu'on part du principe que c'est bien qu'une loi soit stable. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, moi, je pense, bien sûr, je suis convaincu et je milite pour qu'une loi soit stable et prévisible, mais il me semble, en regardant mes compatriotes autour de moi, que beaucoup ce problème d'insécurité, ces problèmes d'insécurité liés à la loi changeante ne posent pas vraiment de problème. Bon, donc là il y a une question psychosociale à étudier. Alors, si on part du principe, si nous sommes là en train de parler entre gens qui voulons que la loi soit stable, qui pensons que dans une société organisée et bien organisée, qui est une société aussi durable, eh bien il faut que la loi soit stable, donc que la loi soit prévisible. La loi, c'est une règle abstraite qui guide nos actions de tous les jours. C'est-à-dire que lorsque je fais une action, je sais, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais que je peux la faire ou je sais que j'ai pas le droit de la faire parce que je connais la loi et comme je sais qu'elle est prévisible, je sais qu'il y a 10 ans, c'était déjà pareil et que dans 10 ans plus tard, ce sera encore pareil. Donc du coup, je suis beaucoup plus tranquille, je suis beaucoup plus détendu parce que je sais parfaitement chaque jour ce que j'ai le droit de faire et ce que je n'ai pas le droit de faire. Alors comment faire ? Eh ben, il y a deux pistes, me semble-t-il. Une piste que tu as toi-même indiquée, c'est-à-dire que si on a des principes clairs dans la Constitution, mais clairs, hein, c'est clair à la façon dont nous on définit la clarté, hein, et on ne va pas revenir là-dessus, ça fait des années qu'on le fait. Si on a un principe qui est énoncé de façon extrêmement claire, la loi va être prévisible.
par le citoyen moyen, parce qu'il va se dire, quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, du code de la route, du droit d'expression, si j'ai ce principe-là qui est inscrit de la Constitution, je sais très bien que je vais jamais pouvoir faire ça, mais que je vais toujours pouvoir faire cette autre chose-là. Donc des principes clairs, précis, cohérents, c'est une piste, je dirais, un prérequis indispensable pour avoir une loi stable et prévisible. La deuxième piste, c'est une piste mécanique, c'est-à-dire c'est une piste qui est liée au système d'élaboration de modification de la loi, c'est-à-dire un dispositif qui rend très difficile la création et la modification de la loi. Alors, on pourrait imaginer, en étant encore plus simplificateur, qu'il y ait une loi ou une super loi qui dirait qu'une loi est valable forcément 10 ans. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais c'est pour montrer le principe. Qu'on ne peut pas modifier une loi sous réserve qu'elle ait été appliquée pendant 5 ans. Par exemple. Voilà, bon. Il y a cette piste-là, une autre piste qui est d'avoir un système qui rend très difficile, comme je venais de le dire, la fabrication d'une nouvelle loi ou la modification d'une loi. De ce fait, les lois vont durer plus longtemps. Les lois durent plus longtemps, et ça, les gens le savent. Les gens, comme tu l'as dit, ne savent pas le contenu de la loi, mais ils savent bien qu'une loi, elle peut être changée rapidement, ou ils savent bien que le pays dans lequel ils vivent, on ne peut pas changer facilement les lois. Donc, si on est dans un pays où tout le monde sait qu'on ne peut pas changer facilement les lois, que c'est une usine à gaz très importante, ou qu'il faut mobiliser, je dirais, les 3/4 des citoyens à chaque fois qu'on veut changer une loi, on a du coup une stabilité et une prévisibilité de la loi extrêmement importante. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce qui est fait pour les principes qui arrangent ce que j'appelle l'oligocratie capitaliste croissanciste, et qui sont, par exemple, les principes de la propriété. Et la propriété est extrêmement bien décrite. Là, on sait très bien, tout le monde sait très bien que le principe de propriété va jamais être attaqué. Ou alors à moins d'invasion des Martiens sur la Terre. Et donc, de ce point de vue-là, les gens sont assez tranquilles, ils sont sécurisés, ils peuvent se projeter et investir dans l'avenir. Pour tout ce qui concerne la propriété, puisqu'ils savent que le droit de propriété ne va jamais être attaqué. Bon, c'est pas du tout la même chose. Hein, je reviens sur mes 4 droits naturels. Après, je dirai un petit mot du droit naturel d'un point de vue philosophique. La liberté, la résistance à l'oppression, la sécurité. La liberté, on n'a aucune sécurité, puisque la liberté, elle est attaquée tous les jours. On sait aussi que, si on regarde derrière nous, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, la liberté d'expression, par exemple, était traitée de façon différente. Voilà, la liberté de mouvement, il y avait l'esclavage. Voilà, on sait que ça peut changer. La résistance à l'oppression, les gens ne savent même pas ce que c'est que la résistance à l'oppression. Donc, les lois, ils ne savent même pas qu'il y en a. Et donc, elles peuvent changer. Personne ne le verra. Donc, c'est pas un problème. La sécurité. Alors, la sécurité, ça me permet de faire un lien avec ton discours sur le droit naturel. Hobbes faisait une différence entre le droit naturel ou le droit de la nature, qu'il appelait le jus naturale, et la loi de la nature. Et en quelque sorte, la loi de la nature régulait le droit naturel. Et était régulée par quoi? Par l'État, le Léviathan, qui apporte la sécurité. En quelque sorte, l'homme bon sauvage, ou l'homme initial, non encadré par des dispositifs constitutionnels, exerce son droit naturel. Il exerce son droit naturel, voilà. Mais il y a en face de ce droit naturel une loi de la nature
qui le met en danger. Qui le met en danger déjà de façon organique, puisqu'il peut être malade, il peut être tué par des envahisseurs, et l'État arrive, la justification de l'État arrive par rapport à une société de sauvages en disant « Moi, je suis l'État, alors je suis Hobbes dit le Léviathan, je suis l'État et je vous garantis la sécurité, donc le troisième principe du droit naturel, je vous garantis la sécurité en échange de votre soumission à mon corpus législatif. » Voilà. Donc, c'est de ce point de vue-là que la sécurité est, me semble-t-il, des quatre droits naturels, la monnaie d'échange de l'État, de l'État, soit providence ou État tout-puissant, et la monnaie d'échange contre, en fait, la soumission ou l'esclavage de ces sujets. Absolument, je suis d'accord avec ça, puisque c'est effectivement la première. Alors, de l'État, c'est même pas, enfin, de l'État, pas forcément de l'État, mais le chef qui va tribal, qui va arriver à avoir la force militaire de dire, bah, moi, je vous garantis la sécurité, ou le chef de mafia, hein, si on va par là, c'est exactement la même chose. Hein. Il garantit la sécurité des gens qu'il a sous sa. Et en contrepartie, évidemment, ces gens-là sont soumis à son pouvoir. Tout à fait ça. Donc, moi, je l'étends, je dirais, de façon générale, pas simplement à l'État, mais y compris au proto-État, je dirais. Peut-être les États, les embryons. Voilà. Le dernier point, si tu me permets, le droit naturel, justement, ce qui garantit sa stabilité, pourquoi ces principes-là sont intéressants? C'est que justement, comme ils sont liés à l'homme tel qu'il est, et que l'homme ne change pas, hein, sauf à des échelles de temps qui nous dépassent, eh bien, ils sont intemporels et donc ils sont par essence, je dirais, stables. Voilà une des raisons qui font que ce sont des principes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est les seuls principes, mais que ce sont des principes intéressants justement pour avoir une sécurité législative. Merci Christian, à moins que tu veuilles ajouter un dernier mot, sinon on en reste là. Merci beaucoup Christian.